Ce que je vous propose pour introduire le sujet, c'est peut-être un peu de challenger votre programme de visite à Supply Chain Event en proposant un nouveau paradigme qui consisterait à dire comment transformer la supply chain sans tout remettre en cause, ou dit autrement, pourquoi est-ce que la transformation passe d'abord par l'orchestration des données et pas nécessairement par le changement des outils en place. Alors, une évidence, effectivement, c'est qu'on sait tous que les supply chains sont de plus en plus complexes, hein, on va dire, dans un environnement volatile, ambigu, incertain, etc. Et ça ne va pas en s'arrangeant quand on regarde un petit peu l'actualité géopolitique internationale. Et sans surprise, si je peux dire, le système d'information a tendance quelque part à suivre cette complexité, et notamment le système d'information qui supporte la complexité de la supply chain. Alors si on essaie un petit peu de dresser une cartographie des applicatifs qui vont adresser justement cette supply chain, on a d'abord ce qu'on appelle les applicatifs métiers, au premier rang desquels, donc si on regarde un peu de haut en bas, donc ce qu'on appelle les outils de gestion transactionnelle dans lesquels on va avoir les master data, donc principalement les ERP, mais pas uniquement, puisqu'on a aussi donc les outils de PLM pour les données techniques, CRM pour la relation client, etc., etc. Et assez rapidement, ce type d'outils ont été complétés par des outils spécialisés de planification, qui vont planifier un petit peu les différents horizons de la supply chain, du stratégique au opérationnel. C'est ce qu'on appelle principalement les APS, auxquels on joint depuis quelques temps également donc des plateformes un petit peu ouvertes, collaboratives, qu'on appelle les EPM, qui, elles, viennent de la finance. Et puis, dernière catégorie, très, très surreprésentée, si je puis dire, c'est tout ce qui a trait à l'exécution de la supply chain. Donc là, il y a entre guillemets, une pléthore d'acronymes qui reflètent un petit peu le besoin de diversification, de spécialisation des problématiques que l'on adresse. Donc depuis le WMS pour le transport, le TMS, enfin pour le stock, le TMS pour le transport, et puis également des nouveaux acronymes comme par exemple SCRM pour la gestion du risque, etc., etc. Donc on voit, la tendance n'est pas à l'homogénéisation, à la standardisation, et qu'est-ce qu'on constate, c'est que finalement ces applications métiers restent hétérogènes avec leurs propres standards et ont tendance à fonctionner en silo. Et la question qu'on peut se poser, c'est que oui, mais il y a des nouvelles technologies. Est-ce que ces nouvelles technologies ne pourraient pas venir au secours de ces applications métiers? Alors pour les lister aussi, donc certaines sont déjà présentes depuis quelques années, commencent à devenir matures. Et par exemple, il y a le cloud, etc. Et puis donc des choses plus récentes comme le low-code, no-code. Et puis je pense que vous en entendrez parler beaucoup sur le salon, donc l'IA, et puis son dernier développement sur la partie IA agenting. Donc effectivement, ces technologies vont apporter de la souplesse, de l'agilité. Mais comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces technologies sans être un expert? Et fort heureusement, c'est là que se sont apparues une nouvelle catégorie d'outils, donc des applications tierces, qui se sont appropriées ces nouvelles technologies, ils ont un peu digéré, et les mettent à disposition des utilisateurs de la supply chain. Donc ces outils-là ne sont pas des outils qui ont vocation à remplacer votre système d'information, votre APS, votre ERP, mais plutôt viennent le compléter. On peut les classifier rapidement en 4 catégories. Donc si on regarde encore une fois de haut en bas, la première catégorie que j'appellerais les outils d'optimisation, au premier rang desquels on trouve des solvers pour faire des calculs de prévision, des calculs d'optimisation capacitaire sous contrainte, de l'optimisation de tournée, etc., etc. Deuxième catégorie d'outils, c'est les outils qui vont adresser les problématiques de visibilité, au premier rang desquels on va trouver notamment les tours de contrôle, même si là il y a un petit bémol à donner parce que les tours de contrôle, on se rend compte qu'elles ont tendance aussi à rester un petit peu en silo, c'est-à-dire que vous avez des tours de contrôle qui vont adresser toute la problématique de transport ou toute la partie problématique de planification, mais elles restent dans leur silo, elles sont un petit peu aveugles à ce qui se passe en amont ou en aval. On a également en troisième catégorie ce qu'on appelle les outils de modélisation ou de simulation. Et là, on va trouver notamment tout ce qui est jumeau numérique, qui permet de représenter et de simuler l'intégralité potentiellement de votre supply chain. Et dernier outil, last but not least, ce qu'on va appeler les outils d'orchestration, orchestration des processus et surtout de données, avec donc des briques applicatives de type supply chain orchestrator ou data fabric. Data fabric au sens anglo-saxon, c'est-à-dire fabrique au sens de tissu qui vient retisser des liens entre les données de l'entreprise. Et j'aurais tendance à dire que cette dernière catégorie, c'est peut-être la plus impactante pour être quelque part l'allié de la transformation digitale de la supply chain, puisqu'on sait que c'est pas nouveau, je dirais, la data, ça a toujours été le plus grand danger dans la mise en place de progiciels, et peut-être qu'avec ces outils, on va pouvoir franchir cet obstacle qui était auparavant incontournable. Alors pour développer un petit peu le propos, je fais juste un petit retour en arrière, si je puis dire, par rapport au paradoxe de ce qu'on a appelé les solutions globales, les solutions ERP, avec beaucoup de promesses pas tenues. C'est-à-dire que
On a souvent soutenu et cru qu'il fallait mettre une solution globale et intégrée justement pour résoudre ce problème d'interopérabilité et de communication entre, entre les métiers. Et puis qu'est-ce qu'on constate quand on fait un retour d'expérience sur le déploiement d'un projet après ne serait-ce que quelques mois? C'est que les projets sont très largement dilués dans le temps, déployés à minima avec beaucoup de renoncements. Donc par exemple, on va vouloir présenter un énorme projet de planification sur tous les sites, sur toutes les activités. Et si on revient quelques mois après, on voit qu'on a peut-être déployé un petit bout du module, peut-être prévision sur un site pilote, et on n'a pas du tout déployé la partie capacité planning, etc. Et donc on est sur du renoncement, et comme la nature est hors du vide, on retrouve les solutions de contournement qui réapparaissent, celles qu'on voulait chasser, donc au premier rang desquelles Excel. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est que les systèmes un petit peu globaux sont un peu rigides dans leur manière de paramétrer, et ça devient de plus en plus une contrainte de par effectivement le besoin d'agilité et de résilience des supply chains qui s'est accru ces dernières années. Et donc s'il s'agit de modifier le paramétrage de ce type d'outils, on se rend compte que ces solutions sont de moins en moins agiles et de plus en plus rigides. Alors, que faire? Alors déjà, effectivement, quand on se lance dans une démarche de transformation digitale, bien évidemment, il faut faire un diagnostic, et il faut passer par un bon diagnostic, sans forcément se concentrer uniquement sur les processus, mais aussi identifier les dysfonctionnements liés aux données. En effet, quand on vient expertiser une entreprise, on voit que la tentation elle est grande de remplacer les outils existants qui ne marchent plus, qui sont rejetés par les utilisateurs, qui disent que voilà, ça ne marche pas, ça ne répond plus au process, etc. Mais quand on analyse un peu plus finement, et pour prendre peut-être quelques exemples, on va s'apercevoir que les problèmes sont souvent liés à l'accès aux données et à la meilleure collaboration entre les parties prenantes. Donc l'exemple classique au niveau c'est des prévisions, donc un logiciel de prévision qui fait des prévisions assez fausses, si je puis dire. Et qui, si on analyse plus finement, on va s'apercevoir qu'on n'a pas l'accès d'informations qui sont détenues par les commerciaux, soit sur leur feuille Excel, soit dans leur outil de CRM. Autre exemple aussi, un calcul de besoin qui fait des recommandations un petit peu incohérentes ou obsolètes. Et si on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que les modifications techniques qui sont peut-être apportées dans les outils de master data ou de PLM ne sont pas reportées en temps réel dans l'outil de planification qui fonctionne avec des nomenclatures qui sont datées. Et ainsi de suite. Pareil pour les lead time fournisseurs, qui sont souvent réputés très peu fiables, si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place une vraie collaboration, partager les forecasts, leur donner de la visibilité pour qu'ils soient en retour meilleurs. Donc on s'aperçoit effectivement qu'il faut vraiment s'attacher à regarder avant tout les données avant de remettre en cause éventuellement l'outil par rapport au processus. Et du coup, ça veut dire que quand on fait ces démarches d'audit, il faut identifier les vrais enjeux de visibilité, de qualité, de pouvoir orchestrer de façon intelligente les décisions et d'améliorer la collaboration, je dirais, en interne entre les fonctions et inter-entreprises, puisqu'on parle bien entendu de supply chain étendue. Et du coup, il y a selon moi un nouveau paradigme, quand on fait cette démarche de transformation ou même une démarche d'audit, c'est de commencer par l'orchestration des données. Et les vrais enjeux sont bien entendu, non pas forcément de remplacer l'outil, mais d'essayer déjà de valoriser l'existant, de connecter plutôt que de remplacer, et de fluidifier plutôt que de complexifier. Quels sont les bénéfices attendus? Donc rapidement, en termes d'agilité, de fiabilité, de prédictivité, de collaboration, mais aussi, puisque là on va s'attacher sur des projets beaucoup plus rapides en termes d'implémentation, un ROI beaucoup plus rapide, des investissements beaucoup plus ciblés avec une réutilisation de l'existant. Et donc le corollaire très important, c'est qu'on va avoir une diminution de risque inhérent à tout projet un peu de transformation, puisque le projet sera plus rapide, 2, on va s'appuyer sur des outils que les utilisateurs connaissent déjà en termes de workflow, en termes de processus. Et du coup, encore une fois, la recommandation, ça serait de dire, il faut maintenant adopter de nouveaux réflexes, maintenant qu'on a ces nouveaux outils à disposition. Repenser, c'est ce que je disais tout à l'heure, la démarche d'audit, c'est-à-dire qu'en parallèle, auditer les processus pour voir s'ils sont pertinents par rapport à l'évolution du marché et du contexte d'entreprise, mais aussi en même temps faire ce qu'on appelle un audit de maturité des données, puisque ça peut amener à des décisions complètement différentes en termes de démarche de transformation digitale et de priorité. Et également, dans le même esprit, repenser le choix de solutions. Donc c'est peut-être ce que vous êtes venu faire à l'occasion de ce Supply Chain Event, c'est-à-dire que voilà, on fait un RFI ou un RFP, un cahier des charges pour un nouvel ERP, un nouvel outil de planification, un nouveau WMS, etc. Donc il faut regarder effectivement les applicatifs métiers, mais aussi peut-être il faut challenger d'autres outils, des outils complémentaires qui viennent non pas remplacer les outils, mais améliorer les outils existants. Et ce qui permet vraiment de mettre en exergue, disons, est-ce que c'est vraiment le processus, encore une fois, qui est remis en cause? Et donc il faut vraiment changer d'outil, ou est-ce que, encore une fois, c'était
l'alimentation et la restitution des données qui faisaient que l'outil ne donnait pas satisfaction. Et du coup, et ça sera mon slide de conclusion pour gagner, j'espère, un petit peu de temps sur le temps que l'on a perdu. L'idée, c'est vraiment à la fois de réduire les risques et de préparer l'avenir, puisque quand on dit commencer par l'orchestration des données, ne pas changer l'existant, c'est pas antinomique avec une démarche au long terme de transformation digitale, hein, puisque tôt ou tard, évidemment, les outils, il faut les remplacer. Mais l'idée, c'est de dire que, en commençant par l'orchestration et la gestion des données, quelque part, c'est paradoxalement la meilleure garantie d'une démarche de transformation digitale, notamment pour deux raisons. Parce qu'elle va prolonger la durée de vie de vos outils existants. Donc ça va permettre le déploiement du nouvel outil, ce qu'on appelle les rollouts, en déployant sur les différentes fonctions, les différents sites, les différents métiers, etc. Beaucoup plus tranquille, puisque les utilisateurs auront quand même une solution pour patienter, si je puis dire. Et le deuxième avantage, si je puis dire, c'est que en ayant travaillé sur les 2D, on va optimiser sur des données qui seront d'autant plus meilleures pour alimenter le nouveau système. Et donc, quand on va mettre en place un nouveau système, on n'aura pas les mêmes écueils qu'on avait eu avec les systèmes précédents. Et donc, ça marchera beaucoup mieux, si je puis dire. Donc voilà un petit peu en conclusion, pour passer maintenant la parole à Guillaume, je crois, pour la suite. Et je vous remercie de votre attention. On est dessus, a priori. Bon, en 4 tiers. Je m'excuse pour la manière dont vous allez voir les slides. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Guillaume Sibony, je suis manager conseil expert chez CGI Business Consulting. Et de mon côté, ça va faire maintenant 10 ans que j'interviens globalement dans les fonctions de supply chain, sur des clients qui sont plutôt des grands comptes, des ETI et des PME. Et le constat que j'observe finalement depuis 10 ans, c'est que globalement, tout le monde est plutôt bien outillé. Si je regarde, finalement, on va retrouver des outils pour la digitalisation dans la supply chain, elle a eu lieu. On va retrouver des outils qui facilitent finalement la gestion des transactions au travers des ERP. On va avoir des WMS plus ou moins puissants dans vos écosystèmes. On va avoir aussi des outils de monitoring qui vont être présents, qui vont vous permettre d'avoir une belle visibilité finalement dans le contexte supply de votre activité, avoir un suivi potentiellement en temps réel d'indicateurs clés de performance. Et pourtant, malgré tout ça, finalement, je pense que malgré tout ça, on a encore beaucoup d'incendies à éteindre. Et on passe encore beaucoup de temps finalement à gérer des problèmes opérationnels et plus de temps d'ailleurs qu'on souhaiterait en consacrer. Parce qu'on aimerait plutôt être dans une démarche, on va dire, de pilotage et d'anticipation et poser des actions préventives avant qu'elles n'arrêtent. Et ça nécessite, on va dire, un petit changement de paradigme. Bon, déjà, on a un premier sujet, Gilles en parlait, c'est le contexte actuel. C'est vrai qu'il n'aide pas. Que ce soit sur les politiques, on va dire, au niveau français, que ce soit sur la géopolitique à l'échelle internationale, ou les crises commerciales, elles entraînent finalement une diminution de la visibilité sur les opérations et une difficulté d'avoir des horizons, on va dire, assez lointains pour la prise de décision. Mais en dehors de ces éléments qui relèvent plutôt finalement soit de facteurs conjoncturels ou structurels sur lesquels on a peu la main, on a aussi des sujets qui sont plus proches que nous, et je pense notamment à nos outils et la manière dont ces derniers, nous les utilisons surtout pour nous restituer de l'information. Nous restituer de l'information quand on est dans une situation de prise de décision et d'arbitrage. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, finalement, les outils qu'on utilise, notamment de restitution de données, ont été mis en place dans une logique de porter une observation des événements. C'est-à-dire d'avoir la possibilité de constater le passé, de projeter une tendance ou alors de calculer une prévision basée sur un historique. Mais on n'est pas forcément tourné, on va dire, dans une optique d'analyse des événements, de relier finalement, d'identifier des causes à des changements, on va dire, dans ma chaîne logistique, d'assesser, on va dire, ses conséquences sur cette chaîne et estimer, bien entendu, mais ses impacts opérationnels. Potentiellement, d'ailleurs, me proposer des recommandations actionnables d'action avec des actions qui auraient pu être estimées dans leur pertinence dans notre futur de nos opérations. Et ça, c'est un changement assez fort, finalement, puisque je passe d'une activité de reporting à une activité plus de pilotage, d'anticipation et de proactivité. Et sur le papier, on a à peu près tous les éléments dans notre écosystème pour y arriver. C'est-à-dire qu'on va retrouver, c'est pas très grave, le pitch est je pense plus intéressant que la slide, puisque vous avez déjà en fait ces outils dans votre écosystème. Vous savez que vous avez vos outils transactionnels. On a aujourd'hui des plateformes de BI, on va dire, qui sont à disposition. On voit apparaître beaucoup d'outils d'aide à la décision et de simulation. Je pense notamment aux solutions d'ITBP ou aux solutions EPM. Mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe, notamment quand on est sur le terrain. Parce qu'en fait, ces solutions d'IBP et EPM, certes, elles sont en train d'être déployées et sont relativement présentes, mais on les retrouve surtout pour des populations de sièges et sur des use cases plutôt de planification de long terme et de moyen terme.
mais un peu moins finalement sur des sujets plus opérationnels ou sur des prévisions tactiques, par exemple la prévision tactique RH qu'on pourra avoir besoin dans le monde de l'entrepôt. Et ça, c'est embêtant, parce que finalement, sans ces outils, au niveau opérationnel, ce qui finit par se passer, c'est qu'on ne va pas utiliser les plateformes qui sont à disposition parce qu'on ne trouve pas finalement la donnée qui nous intéresse ou les croisements d'informations nécessaires. Parce que finalement, notamment quand vous êtes sur un site d'exploitation, je pense à un entrepôt, vous avez besoin d'avoir une vision sur le contexte supply, mais aussi une vision du contexte terrasse, du contexte financier et d'un contexte commercial. Finalement, vous gérez un PNL. Donc vous avez besoin d'avoir une vision exhaustive des éléments pour pouvoir prendre des décisions les plus pertinentes. Et pour y arriver, finalement, vous n'arrivez pas à le faire dans vos outils de BI, donc vous finissez par utiliser Excel, notre système D, et de croiser différentes sources d'informations en son dernier, en espérant d'arriver à avoir une vision relativement exhaustive, en se disant que la décision que je vais prendre, elle va être pertinente. Généralement, elle est tardive, elle est parfois obsolète, et elle peut être peu efficace. Peu efficace parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui ne dépendent pas de vous en direct sur la supply, et en fait, l'avantage, il peut être aussi dans d'autres fonctions. Et ça, je vais potentiellement avoir besoin de réaliser ça, soit dans un autre outil, ou de penser différemment ma logique de création. Dans l'entrepôt, c'est quelque chose qui est assez prégnant. On le voit dans toute la supply, on le voit aussi dans d'autres fonctions, bien entendu, de l'entreprise, mais dans l'entrepôt, c'est très prégnant, parce que c'est un maillon très sensible de votre chaîne. On a un ensemble d'actions séquencées qui se réalisent dans ce lieu, et on va dire un petit pépin dans une action peut avoir un effet de boule de neige assez fort. C'est aussi un centre de coût majeur. Centre de coût majeur, parce que un centre de coût majeur est potentiellement humain, puisqu'on a des entrepôts aujourd'hui qui peuvent encore aller jusqu'à 50 ou 60% de coûts logistiques qui sont liés à de la main-d'œuvre. Et on va avoir un dernier élément qui est majeur, c'est qu'aussi on a une demande qui est souvent très fluctuante et une gestion de ressources qui est compliquée à avoir. Et ça, je pense notamment, si on se penche sur le resource management, c'est assez prégnant, parce que l'activité, comme on disait à l'entrepôt, elle est assez fluctuante. Donc je vais avoir des pics de charge, je vais avoir des moments de sous-tension, et du coup, j'ai besoin de gérer des plannings de manière avec des changements assez bruts. C'est pas forcément évident à absorber quand on est opérateur, on va dire, dans cet écosystème. D'autant plus qu'on est dans un écosystème où, globalement, la ressource a tendance à manquer. Les ressources qualifiées sont assez chères, finalement, dans le monde de l'entrepôt, et on se les arrache. Donc on a besoin finalement d'avoir de la loyauté d'aller chercher, on va dire, de la loyauté sur ces populations, et on a besoin aussi de gérer, on va dire, différents paramètres, notamment sur le fait que dans un entrepôt, il y a des contraintes légales et opérationnelles à prendre en compte, et vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous avez notamment le droit du travail, des gestions de règles de sécurité, en fonction des produits, des difficultés plus ou moins grandes à prendre en compte. Et si je prends d'autres périmètres, par rapport notamment sur les leviers que vous pouvez déclencher quand vous voulez prendre des actions, vous avez des points, on va dire, ou des règles de gestion que vous devez prendre en compte, qu'elles sont souvent internes à votre entreprise, ou des règles administratives. Bon, par exemple, vous savez que vous ne pouvez pas recruter un CDD pour demain. Généralement, vous avez, entre le moment où vous postez l'annonce et le moment où vous allez pouvoir le compter dans vos effectifs, il va se passer un temps certain. Et donc finalement, vous avez l'ensemble de ces contraintes à prendre en compte dans ces éléments de décision. Et c'est assez difficile quand on travaille sur un équilibre charge-capa, parce que finalement, l'humain, le facteur humain, je peux difficilement activer juste une heure. J'active des plages de travail beaucoup plus larges. Et donc, l'équilibre, il est toujours un peu difficile à trouver. Et pour avoir aussi cet équilibre et choisir les bonnes décisions, j'ai besoin, on va dire, de croiser plusieurs typologies de données et d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, c'est un peu difficile, par exemple, juste comme ça, de se dire quelle est la décision la plus pertinente entre, par exemple, pendant 10 semaines, quelle est l'action la plus pertinente pour augmenter ma capacité. Est-ce que ce serait de mettre en place, on va dire, du CDD, d'avoir de l'intérimaire, ou peut-être juste mettre en place un principe d'heures supplémentaires sur la période pour combler l'écart, ou faire de la réallocation de ressources. Comme ça, toutes les solutions semblent justes, mais j'allais dire, chacune va avoir ses coûts, ses contraintes qui leur sont associées. Et l'estimer au feeling ou au doigt mouillé, c'est complexe. La data, elle va nous aider. Et c'est finalement ça, au travers des outils comme Intersystem, qu'on va essayer de retrouver. C'est la capacité, on va dire, de croiser différents écosystèmes, différents contextes, d'avoir l'ensemble de ces données à disposition, comme dans UBI, d'avoir de l'alerting, comme dans une tour de contrôle, comme on peut avoir dans une tour de contrôle, mais d'avoir une troisième étape, c'est finalement essayer de peser par rapport à des leviers d'action
qu'on lui aurait injectées, va être en capacité de proposer des recommandations actionnables avec des décisions qui auraient été pesées, on va dire, en tout cas leur impact opérationnel aurait été pesé, et proposées à l'utilisateur pour que la décision qu'on puisse faire, elle puisse être la plus pertinente possible. Et encore mieux si d'ailleurs cette dernière peut être exécutée directement dans les SI, parce que finalement quand on prend une décision, ça va entraîner beaucoup d'impact sur nos outils transactionnels, et on se retrouve aujourd'hui dans certaines situations où on préfère subir potentiellement certaines actions plutôt que de changer tout le portefeuille de commandes et l'impact que ça pourrait engendrer dans nos outils. Je préfère éviter ce risque-là. Ce qu'on va essayer de vous démontrer par la suite, au travers d'une succession d'écrans, c'est comment un outil comme Intersystem va pouvoir nous accompagner dans le principe de raisonnement qu'on vient d'essayer d'expliquer, que ça soit tangible que moi-même. Et ça, on a essayé de le faire au travers d'une entreprise fictive que vous pouvez voir décrit globalement à l'écran, qui est Pompea. Pompea, un distributeur spécialisé de chaussures, avec un petit réseau logistique qui est globalement va lui permettre de couvrir la France, le Pays-Bas et la Belgique, avec un centre de distribution en France et un centre de distribution aussi en Belgique, Pays-Bas, notamment pour la préparation de commandes web, qui représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Le reste étant réalisé sur un canal plutôt retail. Donc je vais avoir cette complexité, on va dire, de vente, je vais avoir aussi plusieurs fournisseurs, un certain nombre de références, et ma mission en tant que responsable d'exploitation de ces deux sites, c'est bien entendu, qui m'a été confiée finalement par le siège, c'est d'avoir la capacité de répondre de tout temps à la demande, en évitant tout retard, tout impact, et bien entendu, en essayant de faire en sorte que ça nous coûte le moins cher possible. Mais c'est ces éléments qui m'ont été donnés en clé d'entrée. On va switcher sur les différents écrans. Donc de ce fait, si je veux arriver à prendre les décisions les plus pertinentes, notamment quand il va s'agir de mon côté en tant que responsable d'exploitation, de la gestion de la charge CAPA, c'est d'avoir un certain nombre de dashboards à ma disposition qui vont me donner des informations sur mon écosystème. Tout d'abord, on va penser aux ventes. Je veux savoir la segmentation entre ce qui est de la vente du canal retail, de ce qui est de la vente, on va dire, du web. Avoir une vision sur les unités logistiques. Est-ce que c'est finalement des palettes que je dois préparer demain? Est-ce que c'est des colis, qui va être globalement la différence pour moi entre ces deux canaux? Et plutôt avoir une vision sur les volumes prévisionnels et l'impact, on va dire, de ces volumes sur la charge de travail de l'entrepôt. Ça, si on switch par exemple d'écran, sur cette charge de l'entrepôt, c'est-à-dire avoir une capacité de vision de ce volume de chiffre d'affaires prévisionnel, c'est quoi l'impact en termes de volume de commandes dans mon entrepôt et en termes de charge de travail? Finalement, le volume, il faut que je puisse ensuite le transformer comme étant un temps horaire de traitement au travers de mes activités de réception, de stockage, de préparation et d'expédition, bien entendu. Et ça, c'est des splits que je vais pouvoir réaliser pour me dire, demain, pour arriver à traiter finalement ce volume de commandes du mois à venir, il me faudra 8 ETP et 8 ETP alloués sur les différents postes. Une fois que j'ai vu en fait cette vision de la demande et que j'ai réussi à me faire une bonne visualisation finalement sur la charge de travail de mon entrepôt, normalement, ce qui doit venir derrière, c'est qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour traiter cette charge. La première chose que je vais regarder, c'est mon effectif. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Quelles sont les personnes qui sont disponibles? À quel moment ils seront présents dans l'entrepôt? Est-ce que j'ai une répartition entre un certain nombre de temporaires, par exemple, un certain nombre, on va dire, de permanents, qui me permet de juger la performance aussi des employés qui va m'intéresser, qui est une donnée supplémentaire, et peut-être le suivi aussi de la présence. Quand on me dit finalement j'ai 99% de présence annoncée dans un mois, est-ce que l'absentéisme ne va pas influer par exemple cette valeur? Potentiellement on pourrait la pondérer pour se dire voici la capacité qui est disponible. Je commençais à introduire la notion de performance, je peux parler aussi de la notion de compétence, parce qu'en entrepôt, je vais avoir un besoin de compétences, certaines sont précieuses. Par exemple, tout le monde ne peut pas conduire un chariot élévateur. Donc, j'ai besoin finalement d'estimer quelle est cette charge, afin de pouvoir projeter finalement, par rapport à mon effectif et leur performance, quelle est la capacité à traiter finalement cette charge. Et si je veux arriver à avoir une bonne vision, le top du top, c'est de pouvoir avoir une superposition de mes informations de demande et ma charge de travail, et bien entendu, ma capacité à répondre à cette charge de travail, c'est-à-dire workload versus workforce, d'une certaine manière. Et dans un monde idéal, en fait, mes problèmes, ils vont être mis en évidence par les outils. Alors normalement, je vais avoir une belle courbe. Déjà, ça me permet de manière visuelle d'identifier un peu où sont les problèmes. Je peux mettre plein de choses clignotantes, par exemple en rouge, qui vont m'annoncer différentes issues. Et ce qui serait bien, c'est que normalement, je me retrouve en fait en tant qu'utilisateur un peu face à ces solutions et on me demande, allez, va et trouve la solution par toi-même.
en utilisant les outils qui sont à ta disposition. Alors qu'en fait, finalement, si je les ai paramétrés en amont dans mes outils, parce que ce sont des règles de métier, finalement, les décisions qu'on prend ou les leviers d'application sont souvent les mêmes, rien ne nous empêcherait finalement d'être en capacité de les mettre en place dans un outil et d'estimer, on va dire, l'impact de ces décisions sur notre chaîne de valeur. Par exemple, si on se posait, je sais pas sur quelle semaine t'es, Sylvain, mais là, si je suis sur la semaine 8, par exemple, les choix sont ce qu'ils sont, on va dire, ici dans l'écran, mais comprendre que je vais avoir la possibilité, par exemple, on va me considérer que les meilleurs choix qui sont possibles, c'est d'accepter le risque et de ne rien faire. On va l'éviter dans ce cas-là. Mais ça peut être aussi potentiellement de planifier un redéploiement interne de ressources. Si je le fais, quel est l'impact de cette décision, tant en termes de coûts financiers et surtout aussi en termes de volume? A priori, si je la prends, cette décision, je ne sais pas si c'est la plus satisfaisante dans l'immédiat, mais à minima, elle va me permettre de répondre à mon problème. Et c'est ça finalement qu'on va retrouver dans ces solutions, c'est cette capacité de simuler, d'arbitrer, on va dire, entre des choix, et puis surtout de les valider. Une fois que ce plan est mis à jour, ce qui serait bien quand même, c'est que je n'ai pas à répertorier ma décision dans tous mes outils. Et donc, sur la suite du clic, finalement, un ensemble d'actions sont réalisées pour être diffusées dans mes outils ou déclencher les bons workflows. Imaginons, on parle d'une décision de prise en compte d'un recrutement, ça peut être une information qui est envoyée au SIRH pour déclencher un process, et bien entendu aussi prévenir finalement la personne aux équipes RH afin de l'informer de cette décision et qu'elle puisse prendre en compte les actions. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que va nous permettre les démonstrations qu'on peut réaliser au travers d'un outil comme Intersystem. Sylvain, je vais te laisser la main. Merci pour votre écoute. Merci Guillaume. Donc là, je vais vous parler vraiment en 3 minutes de ce qui est sous-jacent à ce que vous venez de voir avec Guillaume. Donc c'est une petite maquette qu'on a construite avec CGI. Et en fait, avant de parler des outils et des solutions qu'Intersystems apporte au monde de la supply chain, en fait, modestement, on est là que pour améliorer les KPI. Donc on n'est pas là du tout pour remplacer aucun APS, ni aucun ERP, ni TMS, ni WMS, ni tout ce que vous pouvez imaginer dans l'écosystème des infrastructures logicielles de la supply chain. On se met vraiment à côté de tout ça, ou au centre, comme vous le souhaitez, pour améliorer vos KPI, en fait, pour améliorer vos OTIF, vos OSA, tout ce que vous manipulez au quotidien. Et comment est-ce qu'on les améliore? En fait, on les améliore en ayant des solutions qui sont, encore une fois, tierces et qui se mettent à côté, au centre, en allant chercher toutes les données, en allant les chercher en temps réel. Donc on évite les phénomènes coûteux en temps, aussi bien qu'en coût, des data lakes et des problèmes de latence qu'on a au sens où le temps réel n'est plus rencontré. Et ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment être disruptif sur cet aspect de temps réel, en considérant qu'en fait, on ne duplique pas la donnée, on va simplement chercher les seules données nécessaires à l'alimentation de ces leviers que sont les indicateurs de type KPI. Et donc, on vous permet en fait d'orchestrer en fait tout ce qui va se passer et potentiellement de bout en bout dans la supply chain. Donc, ça se fait pas à pas, ça se fait avec l'entreprise. Ça veut dire que c'est à construire. Modestement, on ne fournit que des technologies, des solutions qui partent pas de zéro évidemment, qui permettent d'accélérer. Quand on dit accélérer, ça veut dire qu'on a des résultats en production de l'ordre de 6 à 8 semaines entre un démarrage de projet et sa mise en production sur les premiers résultats de KPI. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez être en capacité en fait d'alimenter les sources les cibles qu'on voit à droite, à partir des sources qui sont les mêmes qu'on voit à gauche. Et au milieu, c'est là où Intersystems s'opère pour aller, encore une fois, orchestrer toute votre supply chain. Et donc, on a 2 solutions, le Supply Chain Orchestrator et puis le Data Studio qui vous permet, comme son nom l'indique, en fait, sans duplication, de gérer de bout en bout vos applicatifs supply chain, aussi bien sur des données internes à l'entreprise que des données externes qu'on va aller chercher en géopolitique, par exemple, ce qu'on évoquait dans un monde de plus en plus VUCA, et donc d'être en capacité aussi de pouvoir faire interagir n'importe quel type de data qui peut vous intéresser dans vos processus. Est-ce que fournisseur de matières de type inox, par exemple, vous êtes impacté ou pas par les barrières douanières qui arrivent, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique? Ou est-ce que vos chaînes de provision de matières premières vous impactent aussi parce que vous êtes dans le monde aéronautique ou dans celui de l'automobile ou du retail, par ce qui se passe en Chine ou en Inde, etc. etc. Et ça, ce n'est pas des données qu'on a toujours à l'intérieur de l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir tout ce monde
toujours dans une approche très temps réel et très court terme en termes de mise en œuvre, pour vous permettre de résoudre vos cas d'usage. Donc ça se fait cas d'usage par cas d'usage. Le cas de Pompéa en est un, qu'on a su venir du terrain par CGI, donc on vous en remercie encore, pour comprendre en fait là où on peut opérer pour améliorer une situation. La situation typiquement des ressources humaines en entrepôt, nous on ne l'avait pas deviné. Donc ça nous a permis d'essayer de bâtir cette démonstration. Et évidemment dans la vraie vie, on a par exemple des choses toutes simples. Comment je fais pour intégrer du SAP en source et du Kinaxis en cible? Voilà, des choses très très concrètes, aussi bien que de la réduction de production de planning ou autre. Donc on a différents partenaires que vous pourrez d'ailleurs rencontrer sur notre stand, hein, comme ScaleTwin qui développe un jumeau numérique dédié à la supply chain. Donc depuis quelques années, on s'est rencontrés, d'ailleurs sur cet événement en 2022. Et ScaleTwin a développé complètement sa nouvelle version de jumeau numérique sur le socle Supply Chain Orchestrator qu'on propose. Iroko, c'est une solution australienne qui en fait travaille l'orchestration de multi-agents en IA. Donc c'est des choses aussi très prometteuses en termes d'agents automatiques. Et puis Bristlecone, qui est un gros intégrateur sur la planète, basé aux États-Unis, mais qui est présent en France aussi bien qu'en Inde, et qui est spécialisé justement sur du SAP et Kinaxis, donc avec qui on travaille fortement. Et comme le temps vous est précieux autant que nous, on est désolé encore une fois de ce démarrage un peu houleux, indépendant de notre volonté, et qui si vous le souhaitez, on vous propose de continuer librement sur ces 2 jours et dès maintenant sur le stand des 16 avec à la fois Gilles, Guillaume et puis nos autres partenaires comme Hervé, etc. qui sont aussi présents parmi nous. Voilà, je vous remercie à toutes et tous pour votre attention. Merci messieurs, on peut vous applaudir effectivement.